La mort du loup, qui m'avait beaucoup frappé. J'aimais beaucoup Vigny. Et c'était Jaimir, pleurer, prier sont également lâches. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. C'est exactement ce que vous avez fait. C'était les circonstances. J'étais une jeune résistante en Bretagne, avec mes parents et tout un groupe d'amis. Cette histoire commence dans les Côtes d'Armor. Et dès le début de l'occupation, cette côte d'Armor a été un lieu important d'évasion vers l'Angleterre. C'est comme ça que nous avons commencé. Donc il y avait ce début de réseau, cette amorce, on n'appelait pas encore ça, de groupes d'amis dont mes parents et par exemple le beau-père d'une de mes sœurs à Saint-Brieuc, une jeune fille de Tréguier, toute cette côte était surveillée et aidée au départ vers l'Angleterre. Donc c'était le premier noyau d'évasion. Et quand ces hommes partaient, nous leur donnons des plans sur des renseignements sur des défenses côtières et une lettre en demandant à De Gaulle aux Anglais « Envoyez-nous quelqu'un » pour qu'on puisse assurer régulièrement une liaison. De sorte qu'au printemps 1941, il y a eu un agent de Londres qui est venu et qui nous a dit « Vous allez dédoubler les réseaux ». Alors Rennes, c'était très important parce que à Rennes, il y avait le responsable du réseau, qui était ingénieur à la gare, qui avait donc connaissance de tous les transports de troupes. Il avait un interprète allemand qui était en liaison avec le bureau allemand, vous voyez, qui était également un membre de ce groupe, et puis le radio, Louis Le Deuf, qui transmettait avec un code spécial des renseignements qui devaient être envoyés rapidement. Et moi, j'étais chargée d'aller sur la côte, car j'avais obtenu un laissez-passer à Nosves, la côte étant interdite, mais puisque mes parents y étaient domiciliés. Et donc ma mère ramassait, où on lui transmettait des renseignements sur les défenses côtières, des plans, etc., que j'allais chercher soit directement à l'île de Bréa, où étaient installés mes parents, soit à Saint-Brieuc, où j'avais ma grand-mère. Voilà mon rôle. Et puis, il s'est passé quelque chose. Et puis, alors, le service de contre-espionnage, qui était d'abord l'Abwehr, vous voyez, recherchait évidemment les résistants qui travaillaient contre eux. Et le premier groupe a été arrêté, a été le groupe des évasions. Premier trimestre 42, deuxième coup de filet, au début février, par là, de 42. Donc notre groupe de la côte se trouve sans liaison. Et là, on a cherché à reprendre un contact et on nous a envoyé quelqu'un qui en fait était un agent double de l'Abwehr. Alors il a travaillé pendant un mois avec les différents résistants de la côte. Et moi à Rennes, il y avait aussi un étudiant avec qui je travaillais qui avait fait des relevés dans la région de Perros, de Défense, etc. Donc le 22 mai 1942, on a tous été arrêtés après un mois de travail avec cet homme qu'on appelait à l'époque Roger Martin. Donc 22 mai 1942, je suis arrêtée dans ma chambre d'étudiante à Rennes, pensant être arrêtée seule. Là, on m'emmène à la commandanture, puis à la prison, et le lendemain matin, on me dit changement de prison, descendu dans le hall d'entrée, et j'ai retrouvé là tous les autres, dont mes parents. Et j'ai compris là que la dénonciation devait venir de notre dernier contact. Là, je suis restée 2 mois et demi, toujours au secret, et nous avions des interrogatoires. Au début, on disait tout, et puis là, ça a été une période très très dure, toutes sortes de menaces, vous voyez. J'étais laissée au pain sec, enfin enfermée dans une cellule isolée. Au bout de la division des hommes, ils m'avaient retiré la division des femmes. Enfin, ça a duré 2 mois et demi. Et après, les instructeurs ont eu l'impression que notre affaire était assez dégrossie, et on nous a envoyés à Paris. À mois d'août, je me suis trouvée à la prison de la Santé, dans ce qu'on appelait la 2e division allemande punitive, où se trouvaient des otages et des condamnés à mort. Toujours isolés, hein. J'ai fait 9 mois de secret entre différentes prisons. Et vous aviez quel âge à l'époque? Eh bien, je venais d'avoir 19 ans. Je
suis venue à l'interrogatoire rue des Chaussées, ici, Au ministère de l'Intérieur. au ministère, qui était maintenant à la Gestapo. Oui, Non, le non, siège de la Gestapo. Nos dossiers sont passés de l'Abwehr qui nous avait arrêtés à la Gestapo. Et je suis venue plusieurs fois où j'étais interrogée ici. J'arrive dans cette cour où arrivaient aussi les fourgons. Vous voyez. Et puis je vais dans un bureau, vous voyez, où il y avait 2 instructeurs. Et ont commencé à m'interroger sur le dossier qui venait d'Angers. Première remarque, mademoiselle, vous avez menti. Et alors ils ont repris tout le détail de notre affaire. Ils étaient assez au courant, mais il y avait des choses qui manquaient. Vous voyez. Et ils cherchaient toujours à connaître tout le fonctionnement d'un tel réseau. Vous voyez. Moi, je n'ai pas connu ce qu'on appelle la torture, la baignoire ou autre, mais de temps en temps des coups, laisser sans manger. Et puis, ils utilisaient aussi une autre arme qui était le chantage sentimental. C'est-à-dire, ils me disaient, votre père est un grand soldat de la guerre de 14, et si vous venez travailler avec nous, on le libérera. Et vous êtes revenu plusieurs fois pour des interrogatoires ici Oui. au ministère de l'Intérieur. Alors, une fois en particulier, je me trouve dans une cellule et à l'heure du déjeuner, ils m'enferment à clé, classiquement. Et il se trouvait que depuis 3 jours, j'étais au pain sec. Donc j'étais assez fatiguée, mais enfin bon. Et je passe la matinée, ça durait très longtemps. Et puis sur le coup de l'heure du déjeuner, ces officiers m'enferment et eux vont manger. Quand j'étais sortie de la cellule, vous voyez, où j'avais très faim, il y avait des odeurs de cuisine, de ragoût, etc. Il m'avait arrêté un instant en me disant « Vous sentez votre déjeuner qui cuit ?» Alors ça, je me suis dit « Ça, c'est le chantage. » Effectivement, je n'ai pas eu de... Alors, autre chose très drôle, c'est que j'avais horreur des lentilles jusqu'à ce jour-là. J'avais jamais voulu manger. Mes parents essayaient de me faire manger des légumes secs que je n'aimais pas. Et ça a été la conversion aux lentilles pour la démarche. Mais c'est la première fois que j'ai été dans cette cellule, pendant qu'eux allaient déjeuner, que j'ai écrit un graffiti. Alors ça s'est terminé vers un dernier interrogatoire qui avait été fait pour ma mère. Et ils l'ont dit, ce qui était faux, nous avons exécuté les responsables de votre région. On savait très bien que Diebold n'avait pas été exécuté. Ils voulu nous faire croire que c'était vraiment un agent important qui avait été exécuté, c'était un agent chez eux double. Bon. Et les principaux responsables ont été exécutés, ce qui est faux, puisque le groupe, les principaux responsables ont été envoyés à Nadja Struthof, comme NN. Nous avons été classés nuit et brouillard. Nacht und Nebel en allemand, nuit et brouillard. Oui, oui. Des catégories de prisonniers qui devaient laisser disparaître sans laisser de traces. Donc vous êtes resté jusqu'en juillet 43 Oui, à Paris, à Fresnes, à Fresnes. après la santé, à Fresnes. Donc juillet 43, vous partez. Alors nous partons par la gare de l'Est, Oui. extrêmement encadrés, avec des militaires tout autour de nous, comme si nous étions des grands criminels, et on prend ce train qui va jusqu'à Sarrebruck. On est reparti vers Berlin. Toujours nous, les 58 femmes. Saviez-vous où vous alliez? Non, pas du tout. Je crois qu'ils ont hésité. Et finalement, nous sommes partis sur Ravensbrück, où nous sommes arrivés le soir, en fin de journée. On est attendu dans la douche, et on a attendu assez longtemps. Oui. Et on voyait rentrer les commandos de femmes, les commandos de travail. Oui. Je voyais défiler ces femmes, squelettiques, souvent la tête rasée, portant des lourdes pelles, etc., des robes en loques. Et ma réaction, je dis, mais il doit y avoir un bagne à côté. On est rentré dans la douche. Et moi, j'ai appelé ce passage la première étape de la déshumanisation. C'est-à-dire là, on est tout nu, il nous arrache. S'il y a une femme qui a une alliance, on l'arrache, on n'a absolument plus rien. Il nous fouille de tous les parties, même dans nos parties intimes, coucher sur une table, vous voyez, tout. Et on passe à la douche et on sort de là avec l'uniforme et un numéro qu'il faut coudre sur notre robe. Alors ça, on n'est plus qu'un numéro. Et je suis le 21 706. Nous sommes ce qu'on appelle des politiques au sens large. Les résistants, c'est politique. On a un triangle rouge.
Mais par exemple, avec nous, il y a les triangles verts qui sont des droits communs des voleuses, des criminels. Vous êtes ensemble? Il y a un mélange, oui, au début. On est devenus de plus en plus nombreuses, puisqu'à la fin, on a des appels où il y a quelques 40 000 femmes. Vous voyez. 40 000, plus de 40 000 femmes à la fin. On est surpeuplé à la fin. Au début, on doit être 15 000, vous voyez, puis ça augmente, ça augmente. À partir de janvier 1944, il y a eu une baraque spéciale pour les NN, les nuits brouillards. Vous êtes allé. Et ce qui avait, si vous voulez, un avantage certain, c'est qu'il n'y avait pas de droit commun avec nous. On n'était que des triangles rouges. Et avec nous, il y avait donc les Français, des Norvégiennes, des Belges, des Hollandaises et des Polonaises qui étaient des sujets d'expérimentation médicale. Ce que nous appelons les lapins. Ils servaient de cobayes pour des expériences médicales atroces par les médecins nazis. Et alors, à partir de septembre 1944, j'ai été employée au Révire, c'est-à-dire à un pseudo-hôpital, dirons-nous. Et là, il y a eu quelque chose qui a été ma période la plus terrible du camp. J'ai été à la chambre des enfants. C'était quelque chose d'atroce. C'était une petite pièce où les nouveau-nés étaient entassés. Mais il faut vous dire, jusqu'à 1944, les enfants étaient tués à la naissance. Il n'y avait pas le droit de bébé à la naissance. Voyez. Il y a eu un assassinat de nouveau-nés. Et puis à cette date-là, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Ils ne les tuent plus, mais ils les mettent dans des conditions telles qu'ils meurent pratiquement tous avant 3 mois. Il y avait un livre où étaient inscrits les naissances. Il y en a 500, enfin pas tout à fait 600, si vous voulez. Et sur ce nombre, à la libération du camp, il en est resté une quarantaine de vivants. Le 2 mars, il y a eu un grand convoi des femmes NN envoyé sur Mauthausen. Quand on arrive à Mauthausen, le camp est à 5 km, ça monte. Et celle qui n'arrivait plus à avancer a été abattue d'une balle dans la tête. Et moi j'avais très peur pour ma mère, qui était avec moi, vous voyez, parce qu'elle avait les cheveux blancs, elle était en mauvais état, elle avait 48 ans, elle n'était pas très âgée, mais elle était très... Vous voyez. Après, il y avait heureusement en cours des négociations entre Himmler, chef de la police, et comte Bernadotte. Et notre convoi a été pris dans ces négociations, et le 22 avril, nous avons été libérés par la Croix-Rouge internationale, et sauvés, ramenés vers la Suisse. Ce que j'ai fait en rentrant, j'ai tout écrit. Je voulais que ça ne s'efface pas, et j'avais une bonne mémoire. J'ai tout écrit, j'avais en tête les numéros, les dates, les événements essentiels, etc. Et j'ai fait un manuscrit qui a dormi après. Longtemps parce qu'il a été publié qu'en 1998. Et une seule personne ne l'a jamais lu avant, c'est celui qui allait devenir mon mari. Merci, voilà. Jean Ardelot. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire.